performance. Welcome, Boel. You have the floor. Merci, j'espère que vous m'entendez, pour ceux qui sont en ligne. Je crois que c'est un mode présentateur. C'est bon. Oui. Ok. Donc, j'espère que vous m'entendez, pour ceux qui sont en ligne et pour ceux qui sont ici. Ok. Donc, aujourd'hui, je voudrais échanger un peu sur l'optimisation des back-end Node.js. Bon, je sais que pour la plupart, on fait du Java. De ce que j'ai vu depuis le matin, c'est développeur Java, ça parle beaucoup de Spring Boot et tout. Moi, je ne suis pas Java. Je l'ai fait au début, à la sortie d'école. Mais après, j'ai viré vers le web et front-end, puis full stack. Donc, j'apprécie quand même de voir tout ce qui se fait côté Java. Parfois, je me demande à quoi ça peut correspondre côté Node.js. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'optimisation de back-end JavaScript, vu que je suis développeur Node.js. Donc, moi, je suis développeur full stack, front, back, et je fais surtout du Node.js. Il y a également une personne ici, je crois, qui fait du Node.js. Installé sur Lyon, tech manager et consultant chez Michelin. Donc, Node.js, c'est quoi? C'est un runtime JavaScript basé sur le moteur V8 de Google. Ça, c'est la définition qu'on connaît tous. Il date de 2009, donc c'est l'environnement actuellement le plus populaire pour développer. C'est l'environnement le plus populaire actuellement utilisé pour développer des back-ends. Il est open source et porté par la fondation OpenJS. Et pour ceux qui ne le savent pas, il existe des certifications Node.js qui sont quand même assez un peu corsées. La fondation OpenJS, c'est la même qui porte Docker ou comment ça s'appelle, Kubernetes et autres. Donc, c'est sur la même plateforme que vous allez retrouver ces certifications-là. Donc, j'en ai passé deux et voilà, ça m'a donné une très grande, un aperçu un peu plus profond de ce que c'est que le framework. Il est assez polyvalent. La plupart d'entre nous, quand on fait du Node.js, c'est Node, Express, Mongoose, base de données, et c'était bon. Mais Node va bien au-delà de tout ça. Et ça, c'est avec l'expérience et les projets qu'on apprend un peu à travailler dessus. Donc, on peut développer des back-ends API REST et GraphQL, des applications temps réel avec des WebSockets ou du WebRTC. J'ai vu, je crois, le plugin EasyCallJS là, dont Yvan parle souvent, voilà, que l'on peut intégrer dans une application tournant sur Node. Des applications desktop aussi, Electron et autres, des outils de CLI, des proxys, même des reverse proxy, pour certains besoins ponctuels, ça peut arriver. On peut également faire du DevOps. Beaucoup l'ont certainement fait en écrivant des scripts basés sur Node.js, voire même des serveurs d'email. Donc, il y a beaucoup d'outils de CLI qu'on utilise au quotidien qui tournent sur Node, NPM, le CLI Angular, Electron et d'autres plateformes. Bon, le thème d'aujourd'hui, je l'ai structuré de la sorte. D'abord, pour optimiser, il faut connaître la plateforme, connaître le framework. Ok. Donc, pour optimiser, il faut avoir une petite connaissance quand même de l'architecture de Node.js. Moi, c'est la question préférée que j'aime poser par les entretiens d'embauche ou les interviews techniques, l'évaluation technique. C'est discuter un peu avec le développeur ou le consultant de l'architecture même de Node.js. Parce qu'on écrit du JavaScript, mais on n'a jamais soulevé le capot. Ensuite, voir ce qu'on peut faire au niveau de la base de données, voir des alternatives à JSON par JSON Stringify et essayer de comparer les frameworks. Là, c'est là où j'ai été le plus surpris en termes de performance. Le côté mise en cache aussi, pour voir ce qu'on peut faire, quel peut être l'apport du cache dans l'optimisation des performances, la parallélisation des tâches routes. Voilà. Donc, pour la première partie, je rentre sur l'architecture de Node. Donc là, c'est un schéma qui sort de ma compréhension personnelle du fonctionnement des différents composants. Quand tu écris mon code JavaScript, le premier élément ou la première brique, c'est le moteur V8, bien sûr, qui va exécuter
mon code et gérer la call stack. La précision à faire ici, c'est que V8, lui, il ne sait exécuter que du JavaScript pur entre guillemets. Ça veut dire le JavaScript défini dans le standard ECMA. Donc, let, const, les boucles et voilà, tout ce qui est vraiment B à bas. Autrement dit, V8 ne sait pas exécuter, ne sait pas lire un fichier, ne sait pas envoyer une requête réseau, ne sait pas voilà, faire tout ce qui est tâche asynchrone, en dehors de promise et async await. Donc, il faut avoir bien conscience que quand j'écris mon code JavaScript, tout ce qui est JS standard sera exécuté par V8. Donc, let, const, i reçoit i plus 1, etc. Ça, c'est V8. À côté de V8, il y a le deuxième élément le plus important, c'est une librairie open source qui s'appelle libuv, qui va rajouter cette composante asynchrone à Node.js. Ça veut dire que, bon, libuv, bien sûr, c'est pas obligé d'être utilisé sur Node, ça peut être utilisé très bien dans n'importe quel projet. Pour faire de l'asynchrone ou pour tout ce qui est tâche lente, libuv sait communiquer avec le système d'exploitation pour envoyer une requête réseau, pour ouvrir ou fermer un fichier, pour gérer les threads, pour gérer un pool de threads, par exemple. libuv sait le faire et sait le faire de la meilleure façon en fonction du système d'exploitation où l'application s'exécute. Donc, Node va prendre la première composante qui est V8, va rajouter libuv et va rajouter le troisième composant qui est les bindings. D'une part, on a le moteur qui sait parler JavaScript et à côté, on a le moteur libuv, la brique libuv qui c'est du C. Donc, comment faire communiquer les deux? On a donc les bindings qui vont constituer une couche assez importante. L'idée du binding, des bindings C++, c'est de faire le pont entre le JavaScript et le C++. Je vais montrer un exemple tout à l'heure pour que vous voyez comment je peux étendre, par exemple, les fonctionnalités de Node.js. Et puis, l'autre composant, c'est les modules natifs de Node, voilà, qui vont étendre également les fonctionnalités de V8. C'est dans ces modules qu'on va trouver toutes les fonctions liées au système de fichiers, au système d'exploitation, pour les fonctions de cryptographie, etc. On a aussi les add-ons C++ qui vont permettre d'intégrer des bibliothèques natives, hein, C++ existantes. Par exemple, si je veux, il y a des bibliothèques C++ pour faire du SQL ou pour faire des traitements particuliers. Parce que si je vais les intégrer, je peux passer par les add-ons C++. Donc, ce que j'ai dit là, c'est résumé dans les slides qui suivent. Je vais skip assez rapidement. Ce qu'on peut voir ici, c'est que V8, voilà, c'est un projet de Google. C'est principalement du C++, c'est à 72%. Ça, j'ai fait le screenshot sur leur repository. Il y a aussi du JavaScript à 25%. Le reste, c'est un peu de Python, TypeScript et autres. Voilà, V8 tourne dans la plupart des navigateurs que nous connaissons, Brave, Opera, Chromium, Edge, Google Chrome, etc. Donc, retenons simplement que V8, c'est vraiment le JavaScript standard uniquement. La syntaxe, la structure donnée, les boucles de contrôle, les promises, et que ça. Donc, libuv, c'est du C, comme on peut le voir, et ça va permettre de masquer toute la complexité de l'asynchronisme. Moi, si je veux ouvrir un fichier, je fais juste fs.readfile. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière readfile? C'est libuv qui va voilà, sélectionner les meilleures instructions en fonction du système d'exploitation. C'est également dans libuv que l'event loop est implémenté. Parce que voilà, si j'ai 10 opérations asynchrones à exécuter, il va falloir moi orchestrer tout ça, définir qui exécutait avant qui. Donc ça, c'est le rôle de l'event loop au sein de libuv. Ça également, c'est quelque chose que j'aime bien pendant les VT. Donc là, c'est juste un exemple de comment libuv participe à l'exécution d'un code JavaScript. Donc quand je fais un readfile, j'ouvre un fichier, je passe la méthode de callback. Readfile, lui, il va dire à libuv, lis ce fichier. C'est libuv qui va exécuter la lecture en arrière-plan de façon concrète, en dehors du thread principal, et qui va laisser la main à Node de pouvoir continuer à exécuter d'autres instructions. Une fois que le fichier lui est prêt, libuv pourra informer Node.js qui va exécuter la fonction de callback. Donc voilà en gros le rôle. Bien, les bindings, c'est vraiment la colle, la glue entre le JavaScript et le C++, qui étend les fonctionnalités V8. Voilà. Donc, un exemple de binding assez concret, c'est, supposons qu'on souhaite rajouter une méthode de print à notre runtime qui n'existe pas sur Node.js. Donc, comment on le fait? Je ne suis pas développeur C++. Donc, l'exemple, vous savez déjà là où ça vient. En gros, on va rajouter la méthode export, la méthode print
on va la binder à une méthode C++ print. Donc, en haut, j'ai juste une méthode toute simple, C++ qui va afficher un hello world. Ça n'affiche même pas les arguments, c'est juste du hello world. Et donc, nous, on va, dans la méthode initialize, préciser que chaque fois que j'appelle le mot-clé ou l'instruction print, exécuter la fonction C++ print. C'est à peu près à quel niveau la glue se fait. Et c'est grâce à ce petit bout de code qu'on arrive comme ça à étendre les fonctionnalités de V8. Ce que V8 ne sait pas faire, on va pouvoir le faire en C++ ou en d'autres langages éventuellement. Bien, les modules natifs, bon, on en a parlé déjà. Bien, je rentre maintenant dans le cœur même du sujet qui est la partie la partie performance. Bon, pour mesurer les performances, on va se baser sur 3 critères principalement. Il y aura la latence. La latence, c'est le temps total entre le moment où j'exécute une requête et le moment où j'obtiens la réponse complète. Pas juste les premiers octets de réponse, mais la réponse complète. Et pour ça, on va mesurer un élément qui s'appelle le 99e percentile, qui n'est pas la moyenne, c'est pas la médiane, mais c'est un seuil en dessous duquel se trouve la plupart ou 99% des données. Par exemple, si le 99e percentile est 50 millisecondes, ça signifie que 99% des requêtes prennent moins de 50 millisecondes. Pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on fait plusieurs requêtes, il y a parfois des écarts assez importants. Certaines requêtes vont s'exécuter très vite, d'autres peuvent prendre un peu plus de temps que requis. Et donc, on va considérer la grande majorité, on va dire les 99% des cas les plus importants. Donc, voilà. À chaque fois, on va regarder ce critère-là. Quel est le seuil en deçà duquel se trouve la plupart de nos réponses? Et ensuite, on va mesurer le débit. 2 facteurs principalement, le nombre de requêtes par seconde et le nombre total de requêtes. Donc, quand je vais comparer 2 éléments, je vais toujours regarder ces 3 critères pour voir qu'est-ce qui est meilleur. L'objectif, bien sûr, c'est de réduire la latence et d'augmenter le débit. Donc, les solutions, les approches qu'on va proposer ici viseront à atteindre cet objectif-là. L'outil utilisé, c'est AutoCannon. C'est un outil assez populaire et open source pour faire du benchmarking. C'est un outil écrit en JavaScript 100% qui va ouvrir des connexions vers un serveur, effectuer des milliers de requêtes et puis faire les statistiques et display. Donc, quelles sont les approches d'optimisation? Pour la démo, je propose en premier, dans vos codes, de voir s'il n'est pas préférable d'utiliser les drivers natifs plutôt que les ORM. Bon, on a plusieurs ORM qui vont permettre de simplifier la gestion des données et des relations entre ces données-là. Prisma, Next, TypeORM, Mongoose, pour ceux qui ont déjà utilisé du Node.js. Les ORM, ce qu'on sait, c'est que ça rajoute une surcharge parce qu'il y a des contrôles, il y a des checks qui sont effectués. Et cette surcharge-là n'est pas sans coût. Ça prend quand même un peu de temps. Et dans une application à haut débit ou à haute performance, ça se fait directement ressentir. Donc, contrairement aux ORM, les drivers natifs, eux, vont interagir directement avec la base de données. Donc, ce sera beaucoup plus rapide. Et j'ai donc fait un petit test ici. Donc là, c'est un exemple de code avec Mongoose. Voilà, on définit un schéma de ce que c'est qu'une personne. Il a le civility, name, age. Voilà, et il y a un endpoint HTTP en post qui va recevoir des données et sauvegarder la personne en base de données. Là, c'est la version Mongoose. Ensuite, on a la version driver natif. J'ai omis la partie initialisation de la connexion en base de données. Mais la partie encadrée montre simplement comment on insère avec un driver natif une personne en base de données. Donc, les comparaisons. Première chose, c'est la latence. Sur la première ligne, on voit bien que avec Mongoose, 99% de requêtes prennent 41 millisecondes. Par contre, avec le driver natif, on est à 25 millisecondes pour 99% des requêtes envoyées. Et le total de requêtes avec AutoCannon est de 6, avec Mongoose, c'est 6000 uniquement. En 10 secondes, j'ai pu traiter 6000. Par contre, avec le driver natif, en 10 secondes, j'ai pu traiter 9000. Donc, on voit qu'il y a quand même un écart de quoi, un tiers environ. Ce qui n'est pas négligeable pour une application à haute densité. Donc, voilà, les 3 critères, alors je crois qu'on voit bien mon écran, ok. Les 3 critères, il y a la latence là, qui est comparée à celle-ci, 25.
Le nombre moyen de requêtes par seconde, 851 dans le cas du driver natif contre 600 dans le cas du driver Mongoose. Et donc ça fait déjà quand même une petite différence. OK. Deuxième recommandation, c'est de bien configurer sa connection pool. Alors, comme on sait, les applications qui doivent connecter avec une base, communiquer pardon, une base de données, ont besoin d'établir une connexion à la base de données. Et donc, la base de données est hébergée par un serveur de base de données. Donc, qui dit serveur, dit possibilité de se connecter. Et un serveur, comme tout serveur, a une limite en termes de nombre de connexions possibles. Et si je dois ouvrir et fermer une connexion à chaque fois que je veux écrire une donnée dans la BD, c'est du temps en plus. Donc, l'idée derrière cette approche, c'est de réserver. OK. L'idée derrière cette approche, c'est de configurer mon pool de connexion de sorte que à chaque fois, il y ait toujours au moins une connexion libre vers la base de données. De sorte que quand la requête arrive et que je veux écrire, qu'une connexion soit directement allouée et que je n'ai pas à ouvrir et refermer ensuite, etc., etc., etc. Donc, requête, écriture en base de données. Requête, écriture en base de données, direct. Après allocation de la connexion, bien sûr. Donc, là, c'est une initialisation une configuration de la connection pool avec le driver natif. Là, je précise que la taille de mon pool, c'est de 500. Donc, j'ai 500 connexions disponibles à tout moment, ouvertes sur la BD. On verra les conséquences vers la fin. Sans connection pool, il faut juste retirer l'option max pool size, c'est tout. Et on obtient le résultat. Voilà. Le benchmark que j'ai effectué pour les deux approches. Alors là, c'est sans connection pool. J'ai une latence de 31 millisecondes. Commençons déjà par le total de requêtes. J'ai 7000 requêtes contre 8000. Donc là, juste en bas, ça fait une différence de 1000 requêtes en 10 secondes parce que l'intervalle de mesure, c'est 10 secondes. La latence, j'ai 31 millisecondes contre 27 milli pour, après avoir configuré la connection pool. Et par contre, il n'y a pas trop de différence en termes de nombre de requêtes par seconde. Avec connection pool, je suis à 697 et sans, je suis à 677. Donc, ça fait quand même une centaine. Et ça, c'est pas négligeable. Peut-être pour une petite application voilà, que j'utilise avec des potes, ça va. Mais pour une application, il y a des milliers de connexions. Ça se fait ressentir directement. Je me rappelle l'un des premiers projets importants sur lesquels j'avais commencé à travailler. L'architecte du projet disait, moi, je veux une latence d'une seconde max pour le chargement d'une page, max. Parce qu'on avait fait des benchmarks, là, on s'est rendu compte que voilà, certaines pages prennent trop de temps à se charger parce qu'il y a tout le CDN, il y a toute l'infrastructure à traverser. Après, le code qui va s'exécuter dans la page et tout, c'était hyper long. Donc, on arrivait où on a des pages à 2, 3, 4 secondes. Il a dit, mais toutes les pages, 1 milliseconde. Si tu fais un code, tu testes toi-même, ça doit être en dessous d'une seconde, pardon. Et c'est un peu c'est ce projet-là qui m'a amené à m'intéresser davantage à la façon dont j'écris le code. Pas juste écrit et ça marche, c'est bon. Mais après, regarder certains critères qui peuvent être très importants et certains outils même qui existent pour mesurer, que ce soit dans le browser, que ce soit côté back-end. Voilà. Vous vous doutez bien qu'ouvrir 500 connexions tout le temps vers une base de données, c'est pas hyper, voilà, c'est pas, ça a un coût. Une connexion, c'est de la mémoire, c'est des ressources côté client, côté serveur. Et MongoDB lui-même, il a une limite maximale de connexion que l'on peut ouvrir simultanément. Donc, la bonne pratique sera de trouver l'équilibre. J'utilise un paramètre, je fais un benchmark, je change le paramètre, je fais un autre benchmark, je vois jusqu'à quel niveau est-ce que mon système est capable d'aller ou quelle est la meilleure valeur à utiliser. Alors, la recommandation, c'est si tu as peu de requêtes, tu restes à 10-20 connexions. Sinon, tu peux augmenter. Si c'est une application toute simple, vaut mieux ne même pas configurer. Parce que la configuration, vraiment, ça rentre dans le cas où il y a du travail intensif à faire. Voilà, le rajout d'index sur ces bases de données. Peut-être on arrive sur un projet, les index sont déjà créés. Mais il peut arriver qu'on parte sur un projet de zéro. Et là, souvent, le développeur peut oublier la partie indexation. Alors, si j'ai besoin de faire une requête, par exemple, sur une collection dans ma base de données,
naïvement, l'algorithme naïf de MongoDB, et ouais, surtout de MongoDB, c'est de scanner tous les éléments de la table avant de me renvoyer le résultat. Donc, si je recherche peut-être un utilisateur de nom tel, Mongo va scanner tous les éléments de la table, ce qui est contre-performant. L'idée derrière les index, c'est d'accélérer la recherche. L'index, c'est à peu près comme un index à la fin d'un livre. Je cherche un concept, je vais à la fin du livre, je trouve le concept, je connais le numéro de la page, je me redirige directement là, plutôt que de fouiller tout le livre. Donc, sans index, Mongo doit analyser chaque document avant de renvoyer les résultats. Sur une petite table, ça va. Sur une grosse table avec 150, 200 000 utilisateurs, ça devient assez problématique. Et donc, il va falloir regarder les index. Parfois, les index existent. Parfois, les index n'existent pas ou ils existent partiellement. Peut-être j'ai commencé mon application, j'avais un index sur email. Voilà. Le lendemain, je fais une requête, peut-être je veux faire une recherche sur le nom. J'oublie de rajouter un index sur le nom. Ça aura un impact. Donc, à chaque fois, regardez aussi son code pour voir s'il n'y a pas des index qui pourraient accélérer mes requêtes. Et là, c'est la configuration d'un index avec Mongoose. Donc, je rajoute juste cette instruction-là et c'est bon. Donc, voici une comparaison de l'utilisation des index. Là, le nombre de requêtes envoyées est un peu moins élevé parce que voilà, je travaillais avec de très, très gros documents. J'ai fait ces tests avec de très, très gros documents. Donc, du coup, en 10 secondes, je n'avais que 112 requêtes contre 130. Oh, j'ai inversé les labels, mais c'est pas grave. Donc, le premier, considérez que c'est la partie sans index et le deuxième, c'est avec index. Donc, il faut juste inverser les labels là. OK. La troisième, c'est essayons d'éviter JSON par JSON Stringify. Dans certains cas, ça peut être intéressant d'éviter ces deux méthodes. On connaît tous, ça permet de sérialiser, désérialiser des chaînes de caractères, des objets ou des chaînes. Voilà. JSON.Stringify, c'est une méthode de l'API ECMAScript et donc c'est une méthode synchrone. Et qui dit synchrone dit blocage de l'event loop. Donc pendant que je fais un JSON parse JSON Stringify, l'event loop ne peut plus rien faire d'autre. Donc il y a des librairies qui existent et qui font mieux que parse et Stringify. Bien sûr, c'est toujours à nuancer parce qu'en fonction de la situation, on peut avoir de bons ou de mauvais résultats. Peut-être ici, je n'ai pas présenté le code, mais le benchmark que je fais, voilà, avec l'exemple de FastJSON Stringify, qui est une librairie qui est sur NPM, on obtient beaucoup plus de requêtes traitées par seconde, une latence assez intéressante, même si c'est que de 4 millisecondes de gain, mais c'est pas rien. Et pareil, le nombre de requêtes traitées par seconde aussi, on gagne. Voilà. Je vais essayer d'accélérer compte tenu du temps. Là, c'est la partie qui m'a un peu le plus... j'avais jamais fait ce benchmark avant, mais quand je suis arrivé dessus, je me suis dit, waouh, il y a quand même des impacts quand on choisit le framework. Donc, je fais ici un petit benchmark entre deux frameworks, trois frameworks très connus, Express, connu de tous, Fastify, un peu moins connu, et Nest.js, très demandé sur le marché. Donc, le choix du framework que l'on fait pour ces backends a une importance sur les performances. Donc, la méthodologie ici, en comparant ces trois, je vais essayer d'être équitable le plus possible. La même requête, la même opération, la même structure de données. Donc, pour que ce soit le plus équitable possible. Donc, avec Express, qu'est-ce qu'on obtient? C'est juste, voilà, on fait un slash, un get sur slash et on retourne hello world. Avec Fastify, un get sur slash, on retourne hello world. Et avec Nest, un get sur slash, on retourne hello world. Tout simplement. 3 endpoints, 3 méthodes. Alors, les résultats ici sont assez curieux. Express est capable de traiter 28 000 requêtes en 10 secondes pour ce benchmark. Là, c'est la donnée que vous voyez là. Nest est à 45 000 sur la même période et Fastify est à 365 000. Le même payload, même endpoint, même réponse retournée. C'est exponentiel. Ou logarithmique peut-être. Exponentiel, c'est... Voilà. Donc, Fastify est extrêmement rapide. Pourquoi? Parce que justement, il tire parti d'un certain nombre de méthodes telles que, voilà, il utilise par JSON, Stringify pour retourner ses réponses, pour se réaliser. Il y a beaucoup d'autres optimisations qui ont été faites à Fastify pour le rendre très rapide. Là, c'est un cas très simple. Bon, maintenant, je sais que les choix techniques ne dépendent pas forcément de nous. Et parfois, tu arrives sur un projet, c'est déjà fait, c'est carré, voilà. Et très souvent,
on préfère quelque chose que la majorité de l'équipe maîtrise plutôt que quelque chose de très performant, quitte à mettre les gens à demander aux gens de faire un upgrade de compétences. Donc, Express est très simple, mais c'est pas le plus rapide. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Fastify, c'est beaucoup plus rapide, très léger et très optimisé. Par contre, comme sur Express, on a la logique des middleware. Sur Fastify, on a une autre logique, la logique des plugins. Et ça demande la courbe d'apprentissage n'est pas nulle. Tu quittes pas d'Express à Fastify comme ça. C'est presque pareil, mais il y a des subtilités qu'il faudra déterminer, connaître sur Fastify pour bien prendre en main. Et parfois, ça crée un blocage. Nest, c'est pareil, hein? C'est bien structuré, c'est typé, c'est du TypeScript à la base. Voilà, il y a des décorateurs, on retrouve un peu l'environnement Angular quand on est sur Nest. Mais voilà, en termes de performance, c'est pas le plus performant si tu veux vraiment faire quelque chose de performant. Sinon, c'est le plus développeur friendly. Voilà, tu as du TypeScript, tu as tous les outils qui te... Voilà, c'est une très belle organisation. Donc, quelque part, il faudra pouvoir faire un compromis entre performance et productivité. Sur tous les cas que j'ai présentés là, c'est toujours un compromis qu'il faudra essayer de faire. L'autre approche, c'est d'exploiter le cache. Alors, le cache, on connaît tout ce que c'est. Voilà, c'est diminuer la latence, diminuer la consommation des ressources et tout. On veut éviter de recalculer les données, patati patata. Il y a un exemple. L'exemple que je prends ici permet de voir à peu près quel impact le cache peut jouer. Il y a quelque chose? Ah, ok. J'ai cliqué. Donc, là, j'ai un... Imaginons on a un backend. Voilà, avec un middleware pour l'authentification, disons Web Token. On sait tous le faire. Donc, l'utilisateur doit avoir un token pour accéder à certains endpoints. Donc, là, c'est un petit code d'exemple. Ah, je vois, c'est Paul Biya. OK. OK, donc c'est un petit code d'exemple. Bah, je génère un petit token et je réutilise ce token à chaque fois pour appeler mon endpoint /dcode. Tout simplement. Donc là, j'ai un premier endpoint avec, je le fais avec Express. Dans le premier exemple que je vais présenter, j'utilise pas de token, pas de web token. On va voir ce que ça va donner comme performance. Ensuite, je vais introduire l'utilisateur de web token. On va voir ce que ça aura comme impact sur les performances. Ensuite, je vais faire le web token plus le cache et on verra ce que ça aura comme impact sur les performances. Donc, le fait de dire, ouais, on va rajouter l'authentification, c'est bien. Mais il faut savoir que ça a aussi un side effect ou ça a un coût. Voilà, sur les côtés performance. Et il faut en être conscient. Premier cas, mon serveur n'a pas d'authentification. Je suis à 22 000 requêtes. C'est plutôt bien. En 10 secondes. Temps moyen pour chaque requête, c'est 2100 environ. Deuxième cas, je rajoute l'authentification JSON Web Token. C'est là. On passe de 22 000 à 11 000. 50% de perte en performance. Oups, j'ai encore interverti les labels. Ok. Et alors je vais pas retrouver les. Non, là j'ai interverti les labels parce que c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. Je vais corriger ça tout de suite. Ne pas embrouiller les lecteurs. Ok. Alors là, il faut considérer comme ça. C'est toujours ça quand on modifie ces slides à la dernière minute. Parce que ces tests, en fait, je les ai effectués là il y a quelques heures, ce benchmark. Et donc, mettre au premier plan. Voilà. Ok. Bien. Sorry pour le désagrément. Donc, on a 50% en termes de... Non, c'est 7000. 7000. Je ne sais pas à quoi ça correspond, la différence entre 22 000 et 7000. Mais on voit bien que les performances sont dégradées. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une requête, le endpoint doit décoder le token. Le même token à chaque fois. Quitte à ce que ce soit envoyé 10, 15, 20 fois, il faut décoder. Et ça a un coût. Donc, si je rajoute le cache, si le token, le cache sera tout simple, c'est une map, une structure map en JavaScript. Je dis tout simplement, si ce token a déjà été trouvé, voici sa valeur décodée. Tout simple. Donc, l'utilisateur envoie la première fois, c'est pas exécuté, donc on récupère dans le cache. Deuxième appel au cache,
on regarde et puis on retourne la valeur qui est en cache. Et là, on voit bien qu'il y a un gain en termes de performance parce qu'on va passer de 22 000 à 7 000, plus de 7 000 à 11 000 requêtes par seconde. Et donc, ça fait quand même quelque chose. Et on voit bien qu'il y a une diminution, mine de rien, de 50%. Malgré le fait qu'on ait introduit le cache. Donc, c'est vrai que l'implémentation disons que j'ai utilisé ici, c'était la plus basique possible. On peut toujours voir comment l'optimiser pour l'améliorer. Donc, sur Node.js, on a plusieurs types de caches. Il n'y a pas que le cache in-memory comme ce que j'ai utilisé. On peut utiliser un cache Redis, même cache-D, ou d'autres types de caches beaucoup plus larges comme Varnish ou un CDN. Voilà. Donc, dans cette partie recommandation, ce sera la dernière. Il y a d'autres méthodes d'optimisation, mais compte tenu du temps, je n'ai pas voulu toutes les détailler ici. Une qui m'intéresse beaucoup, c'est la parallélisation des traitements. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter récemment. On voulait migrer des comptes utilisateurs de l'ancien système vers un nouveau système. Et c'est beaucoup de comptes, beaucoup de comptes. Donc, si tu prends un code naïf, tu en as pour 20-30 minutes à chaque exécution. Et pendant une période de test, c'est quand même... À chaque fois, tu vas enregistrer, CTRL-S, tu vas relancer, attendre 20 minutes pour voir si tout s'est bien passé. C'est trop. Donc, il y a la possibilité sur Node.js d'exploiter le fait que notre processeur ou notre machine ait plusieurs processeurs, notamment à travers le module des worker threads. Souvent, on se dit que Node.js, c'est single-threaded, donc il n'y a qu'un seul thread. Mais en réalité, il y a la possibilité d'utiliser bien plus de threads. Voilà. Et donc, via le module worker thread, si tu as une tâche de migration de comptes, tu peux te dire, voilà, j'ai 200 000 comptes, mon processeur, mon serveur, il a 5 heures. Je fais une approche divisée pour mieux régner, là, DPH, donc je divise par 5 et je lance une tâche sur chaque processeur. Ça, c'est très faisable en Node.js. Donc, c'est une approche aussi à faire. Alors, la recommandation que je vais donner ici, c'est de faire ces benchmarks soi-même. Tant qu'on n'a pas vraiment fait face à un problème de performance, on peut se dire, j'ai écrit, ça marche, c'est bon. Il y a des tests et tout, c'est bon. Ce n'est pas suffisant. Donc, pensons souvent à faire des benchmarks, à comparer soi-même. J'ai donné des résultats ici avec des exemples basiques, mais ça peut arriver que, voilà, sur vos projets, vous ayez vous-même à comparer les performances de différentes approches d'implémentation de vos solutions. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Borel, pour cette présentation. Maintenant, on passe aux fortes questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On a une question dans la salle. Ok, merci pour ta présentation. Alors, je pense que Mongo, c'est bien un framework, non, si j'ai bien compris, ou bien c'est une librairie? C'est une librairie. D'accord, c'est une librairie. Et tu as vu qu'avec le driver natif, on avait de meilleures performances. Oui. Bon, est-ce que tu ne t'es pas posé la question peut-être de dire, parce que si c'est qu'il y a une librairie qui existe, c'est certainement parce qu'elle apporte des facilités. Oui. En termes de syntaxe, peut-être on a un code moins verbeux. Oui. Est-ce que tu ne t'es pas dit qu'il était possible d'améliorer ce Mongoose ou alors de faire quelque chose toi-même? Mais ça, c'est une préoccupation parce qu'à la fin, l'idée quand même, quand on fait des codes, c'est de dire on veut faire un code lisible qui est moins verbeux ou beaucoup de choses quand même, ouverture de connexion, après on fait ceci. C'est ça l'intérêt. Est-ce que tu ne t'es pas dit, bon, il faut que j'aille regarder exactement ce qu'il y a dans Mongoose, comment est-ce qu'on peut l'améliorer et tout, parce que j'estime quand même qu'il a un intérêt. Ok. Ouais. C'est un peu petit pour certainement ta curiosité. Ok. Ok. Je réponds ou s'il y a une autre, je prends aussi. Sinon, je réponds. Donc, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais il y a des choses aussi dont par nature, voilà, elles ont un certain nombre de limitations. C'est la nature comme ça. C'est-à-dire, le fait que tu rajoutes une couche supplémentaire pour la sérialisation, pour les contrôles et tout, c'est du temps en plus. Donc, on peut améliorer, mais à la fin, on ne pourra pas forcément atteindre les performances du natif. Voilà. On a beaucoup de langages aujourd'hui, mais plus on est proche du natif, plus c'est performant. Rust, C
Et tous les autres là, on aura beau faire tout ce qu'on veut faire en Java, mais voilà, on va pas forcément atteindre Rust. Oui. Mais sinon, c'est intéressant de pousser et de se dire, voilà, est-ce qu'on ne peut pas ressortir quelque chose qui va se situer peut-être au milieu, à mi-chemin, qui va améliorer, ou soit améliorer Mongoose, ou soit, voilà, rendre, parce que le problème du driver natif, c'est que, voilà, c'est natif. Donc, chaque chose que tu veux faire, tu vas le faire à la main et tout, et tout, et tout. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, voilà, ça, c'est possible. Oui. Ok, question suivante. Ok, merci Bewell pour la présentation, très intéressante. Bon, premier point d'abord, c'est par rapport à... Tu as montré pas mal de graphes qui montrent à peu près les performances, qui ont un peu fait une sorte de scan. Oui. Moi, ça m'intéresserait bien d'avoir les noms des différentes bibliothèques ou outils utilisés pour avoir les rapports que tu as eu. Les rapports, c'est-à-dire les Il y a des- screenshots. Ouais, il y a des screenshots où tu avais carrément des graphes là, voilà, qui te montraient les performances en fonction des... Ah, des ça. précédentes. Alors, l'outil, c'est AutoCamon. Ok. C'est un outil ligne de commande. Ça, c'est le dernier test que je faisais là pour sur Fastify Express et tout. Je l'ai fait ça juste quelques secondes avant de prendre la parole. Ok. Question de revérifier encore si c'est. Ok. Parce que parfois, en fonction de l'occupation de tes ressources machines, tu peux avoir des résultats un peu différents. D'accord. Donc, oui, c'est AutoCamon. Donc, c'est un outil open source Ok. que j'utilise souvent. Alors, si tu vas sur canonsorry.js, ouais, tu vas retrouver sur NPM la librairie. Il y a la version ligne de commande, il y a la version aussi programmatique Mhm. où tu voilà, peux écrire du code pour tester tes performances de façon programmatique. Ok. Bon, en termes de données, de data, les bases données, bon, là, il a posé une question à peu près. Tu as parlé du driver natif. Oui. Et tu as parlé aussi, bof, comparé Les avec ORM. les ORM. Mhm. Est-ce que on ne peut pas optimiser, si tu as une application qui est développée avec des ORM comme Mongoose, est-ce que tu peux pas compenser les lacunes des performances de Mongoose en utilisant par exemple le cache comme Redis pour éviter de stocker Oui. certaines données et directement prendre là-bas? Et Et très... selon toi, quels sont les... Bon, l'approche que tu inconvénients? donnes, c'est ce qu'on utilise même parfois dans la réalité. C'est-à-dire que tu arrives sur un projet qui a déjà 3, 4, 5 ans de maturité, ils ont suivi un certain nombre de process, ils ont utilisé des outils Oui. que tu ne vas pas changer, entre guillemets. Ce qu'on peut faire, ce qu'on fait souvent, c'est on regarde la façon dont on écrit les requêtes. Est-ce qu'au lieu de faire 2, 3 requêtes en JavaScript, il ne serait pas mieux d'utiliser les agrégations MongoDB? Donc, je fais une seule requête, mais je collecte toutes les données que je veux. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour optimiser. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire autour de ce que je viens de mentionner là, que le développeur lui-même peut regarder. La façon dont j'écris mes requêtes, est-ce que j'ai les bons index en base de données par rapport aux requêtes que je lance? Même la mémorisation, je n'ai pas parlé ici, mais c'est une technique qu'on connaît bien, c'est de mettre en cache le résultat des calculs très complexes. Donc, il y a les fonctions memorise là, voilà, qui te permettent qui vont checker si ce calcul a déjà été effectué avec ces paramètres, alors retourner telle réponse plutôt que de recomputer encore. Donc ça, c'est une autre approche. Il y a aussi des outils qui permettent je crois que c'est Flame, alors, des outils qui vont permettre je ne me donne pas le nom du module, qui vont te permettre de voir à peu près où est-ce que ton code passe le plus de temps. Ok. Oui, je crois que ça doit Et là, être... tu as besoin de faire tout ce qui est monitoring, peut-être avec les Oui, Grafana et tout. Bien nativement, tu as des outils d'autres qui te permettent de le faire. non, en général, c'est des petits outils ligne de commande côté back. Donc, tu lances ton outil. Et même sur Google, tu as des outils des développeurs là pour la mesure des... Non, c'est pas ça. Alors, c'est un outil qu'on utilise aussi beaucoup. Bon, c'est plus les front-end. Mais comme j'ai arrêté de faire le front-end, ça fait quelques temps, là, j'ai oublié le nom de l'outil. Donc, il y a des outils qui te permettent de mesurer les performances de tes pages, de voir à peu près entre le temps de requête, temps de réponse et tout. C'est juste à connaître, c'est tout. Ok. Bon, moi, j'ai une dernière question. DevTools, oui. J'ai une dernière question concernant le cache. Tu as dit qu'on pouvait utiliser aussi une map, par exemple, pour gérer le cache. Oui. Si tu as un cache assez consistant, est-ce que c'est une bonne pratique? Non, clairement, parce que la map en cache, c'était juste pour les besoins de l'exemple. J'ai utilisé une map parce que ouais, je voulais faire rapide.
Mais sinon, dans un cas de production, il vaut mieux passer sur Redis, même CacheD ou d'autres. Parce que voilà, des données que tu mets en cache dans une map, c'est uniquement dans la mémoire du container qui héberge ton application. Donc, si c'est des données de session, ces données ne seront pas partagées par les autres containers et donc ça devient problématique. C'est mieux de passer par Redis, même CacheD ou d'autres approches. Mais là, pour les besoins, j'ai juste fait simple, une map en mémoire, c'est tout. Ok, merci pour ces réponses. On a une autre question. Ok. Bonjour. Alors, Oui. je te remercie pour ton talk d'aujourd'hui, qui a été très intéressant. Si j'ai bien compris, tu as parlé pour l'optimisation du back-end de Mongoose, du Driven Active. Ma question, c'est est-ce que tu as une préférence pour le framework back-end entre Express, Nest et Fastify? Bon, perso, c'est Fastify. Oui, même si au quotidien, c'est Express, parce que côté client, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Mais quand je fais mes petits trucs à côté, c'est Fastify. Ouais. Sur le plan personnel ou sur le plan de la performance? Déjà, Express, dans la version 4, il y a des bugs cachés, entre guillemets. Si tu veux vraiment utiliser Express pour la production, tu seras obligé de faire du monkey patching. C'est-à-dire, il y a des choses que tu vas fixer dans le cœur même d'Express. Par exemple, tu écris un endpoint, donc app.get/ avec ton callback. Supposons que la méthode qui va servir de callback soit asynchrone. Si quelque chose pète dans cette méthode asynchrone et qu'il n'y a pas de try catch, ça fait péter toute l'application. Par nature. À moins que toi-même, tu ne rajoutes d'autres petites features, soit un handler global, soit pour... Autre exemple, Express ne te donne pas par défaut le gracefully, comment on appelle cette technique consiste à gracefully exit, c'est-à-dire tu veux down un serveur, mais tu dois attendre que toutes les requêtes soient traitées. Voilà. Par défaut, il n'y a pas ça sur Express. Tu es obligé de rajouter toi-même. Par contre, Fastify offre déjà ces outils. Donc, quand je fais mon Fastify init ou npm init Fastify, j'ai tout en une commande. Toutes les bonnes pratiques, toutes les bonnes méthodes. Par contre, Fastify, voilà, ça reste aussi, c'est pas cadré comme Nest. Donc, j'ai la latitude de faire comme je veux. Mais moi, je recommande personnellement, si c'est des projets d'équipe, d'aller sur du Nest. Oui, d'aller sur du Nest, c'est beaucoup mieux. Il y a déjà de bonnes pratiques implémentées là-bas. We have the last question from the hall. OK. Ah oui, merci Eugène pour le message là. Oui, Google PageSpeed et Lighthouse. Voilà, c'est Lighthouse que je recherchais tout à l'heure. Merci Eugène. Ok, merci pour cette brillante présentation. Ma question est propre au multithreading avec Notes. Par là, on entend arriver à faire du traitement en parallèle. Oui. Donc, on suppose qu'on va pouvoir, je prends un exemple, traiter plusieurs requêtes en même temps. Oui. L'idée, c'est un peu ça. Ma question, c'est, est-ce que tu as déjà réussi à le faire, à l'implémenter? Parce que quand moi, je faisais mes recherches, j'ai pas pu avoir vraiment de bonnes performances parce que, certes, si je prends l'exemple de Node, là, tu as la possibilité de définir toi-même le nombre de threads que tu veux. Oui. Donc, en théorie, par exemple, tu es censé pouvoir traiter 3 requêtes en même temps. Mais ce qui se passe dans la pratique, c'est que il travaille un tiers sur la première requête, ensuite un tiers sur la deuxième requête et un tiers sur la troisième. Donc, il construit la réponse au fur et à mesure par petits bouts. Et c'est quand il a fini ça qu'il retourne une réponse globale pour les 3 en même temps. Okay. Enfin, bref, c'est un peu ça le problème auquel moi j'ai fait face. Donc, je veux savoir si toi, tu as déjà réussi à avoir un traitement efficace. Efficace, ok. Bon, perso, je ne suis pas trop fan d'utiliser les modules les moins populaires de notre... C'est-à-dire que je les ai découverts quand je me formais à titre personnel et tout. Et l'exemple sur lequel j'ai eu à l'utiliser, c'était en entreprise, là, chez le client. J'ai 200 000 comptes à migrer. Donc, je crée une pipeline, compte par compte. Chaque compte est migré. Et puis, à la sortie, on a le compte dans la nouvelle version de l'application. Donc, c'est des schémas, non? Juste une migration de schémas. Avec le code Node, tout simplement, mon single thread,
j'en étais à 15 minutes environ par exécution. C'est-à-dire, chaque fois que je fais une modification, pour vérifier que tout s'est bien passé, je dois attendre 15 minutes. Avec les worker threads, j'ai divisé. Donc, chaque thread, en fonction du nombre de processeurs que j'ai, va s'occuper d'une partie des données. Donc, le premier thread va traiter de 1 à 50 000, l'autre de 50 à 100, ainsi de suite, ainsi de suite. La situation se prête à ce type de découpage parce que voilà, chaque traitement est indépendant. Mais s'il y a des dépendances entre les traitements, on revient au problème des threads en général, voilà, le partage de mémoire, partage de ressources et tout ça devient très complexe. Donc, c'est des trucs que tu peux utiliser dans certaines situations, mais pas dans toutes. Et là, les performances étaient étaient meilleures. Ouais. Je crois qu'on était autour de 5 minutes max pour tout le traitement. Et ça, vraiment, c'est intéressant. Je t'invite aussi à regarder ce lien, ce repository sur GitHub, 1 Billion Row Challenge. C'est un challenge qu'on fait pour tester les performances, généralement des algorithmes ou des langages. L'idée derrière, c'est que voilà, on a un fichier qui contient 1 million de lignes d'informations sur les données météo. Et on veut voir comment les algorithmes se comportent par rapport à ça. Tu dois lire tout le fichier et faire les statistiques par station météo. À Paris, à Lyon, à Marseille, etc. Les données météo sur chaque période. Donc, chaque ligne du truc, c'est juste une information météo. Et donc, si tu utilises les deux approches, tu peux voir. Même si tu veux t'exercer, tu peux utiliser ce challenge-là pour voir ce que ça donne. OK, merci. OK, alors je ne sais pas comment on commande sur StreamYard, c'est ça? Ou commenter? OK. Participer au chat. Oh, il faut se connecter avec YouTube. Je pense que... OK, continue. Ok, merci Borel pour cette belle présentation. Et je crois que vous aurez le temps de pouvoir envoyer tous les liens dans le commentaire. OK. Là, faites ça maintenant. Vous n'aurez pas de temps de faire ça maintenant. Okay, merci. Du coup, on peut remarquer qu'en fait, au départ, les questions étaient d'abord timides au départ, mais après, à la fin, on a toutes les questions. Du coup, Borel sera disponible pour répondre à vos questions. Il est disponible sur LinkedIn et en même temps, vous pouvez toujours poser vos questions dans les commentaires. Et on va passer